Bon, en tout cas, merci beaucoup, Anne, d'avoir accepté cette invitation. Donc je suis très à titre personnel, je suis très, très contente parce qu'en tant que, qu'historienne de l'art, je me rappelle avoir, souvent, déjà entendu parler de vous via mon directeur de thèse qui est, qui était Rémi Labrusse parce que j'ai fini ma thèse il y a plusieurs années. Donc d'avoir entendu parler de vos travaux, d'avoir, vu en partie, vos travaux et là de pouvoir vous interviewer, en direct sur Twitch, c'est pour moi, c'est un sacré plaisir, comme pour Nathalie. C'est voilà, faites partie tous les 2 des personnes, quand, j'ai vu la liste des invités, du festival, je suis: «Ah je veux Anne et je veux Nathalie», enfin, c'est les personnes que je voulais absolument rencontrer dans ma vie. Donc Attendez, merci, merci à vous. merci de m'inviter à parler avec vous. Voilà. Est-ce que vous connaissiez Twitch par hasard? Je dois dire non, Non? non du tout. En plus, alors j'ai quand même des enfants grands, mais quand même, donc du coup, j'ai dit: «Ah, c'est quelque chose, c'est comme une Switch, c'est quelque chose». Alors là, ma fille m'a regardée, elle m'a dit: «Non, c'est pas du tout ça». Donc du coup, j'ai été voir, mais j'avoue, j'ai pas tout compris sur Ouais. le concept de la plateforme, pas encore en tout cas. D'accord, mais en tout cas, vous comme ça, vous pourrez dire à vos enfants: «Regarde, moi, j'étais sur Twitch, j'étais invitée sur une émission Twitch». Voilà, donc pour vous situer un petit peu, c'est une plateforme, en fait, de diffusion, vidéo en direct. C'est comme, YouTube, parce que sur YouTube, on peut faire du direct et là, en fait, c'est ça la différence, c'est ce qu'on appelle du streaming et donc on est, en direct. C'est vrai qu'initialement, c'est plus consacré, aux jeux vidéo, mais à la suite, de la crise sanitaire, beaucoup de sujets, beaucoup de personnes ayant des sujets variés se sont dit: «Bah, tiens, pourquoi je me lancerais pas sur Twitch?» Parce qu'on a besoin de créer un lien social, un lien avec, les gens et je fais partie de ces gens où, j'en avais un petit peu marre d'enseigner sur Zoom avec des écrans noirs. Vous voyez toutes les petites vignettes noires qu'on avait sur Très Zoom bien, qu'on voilà, je pense que vous connaissez aussi très bien. et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas me lancer sur Twitch pour, parler d'histoire de l'art?» Donc c'est pour ça que je me suis lancée à ce moment-là et le public, qui du coup nous suit aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont soit passionnées à l'origine par le jeu vidéo, mais que j'ai pu convaincre d'aimer, aussi, l'histoire de l'art et donc ils vont aujourd'hui pouvoir vous rencontrer et ça je suis très fière de ça. Et on a regardé un petit peu justement avec le public avant le début, parce que c'est ça qui est chouette avec Twitch, c'est qu'on peut co-créer, les émissions avec, le public et donc on a voilà, donc moi ce qui m'intéressait surtout, aujourd'hui dans notre discussion, c'était de pouvoir de parler notamment, de votre ouvrage. Donc je sais que vous en avez pas beaucoup, beaucoup parlé, mais de parler de ça et donc hop, que je remette, voilà. Donc l'art et la race, donc qui a été votre, un ouvrage qui est, le résultat d'années de recherche, qui a été accueilli, parce que je sais que même moi je me disais: «Mais à quand un ouvrage sur ces questions-là?» parce que l'histoire de l'histoire de l'art, occidental, donc de l'art par les blancs pour les blancs, au bout d'un moment, c'était assez usant, surtout, lorsque, on commence à enseigner ou à discuter avec, des personnes qui sont, issues de différents types de communautés et qu'on a envie de leur parler d'histoire de l'art, mais qu'on est toujours sur le même registre, les mêmes œuvres. On se dit: «Bon, il y en a un petit peu marre» et il se pose la question d'un regard autre sur cette histoire de l'art qui est en train de se réécrire et voilà, donc c'est pour ça que je voulais discuter un petit peu avec vous de ça, donc de cet ouvrage sorti en 2019 et voir, du coup, pourquoi ce sujet vous a intéressé plus qu'un autre? Enfin voilà, le départ de cette recherche, si vous pouviez un petit peu nous en parler un petit peu? Volontiers. Alors, comment dire? Comment je suis arrivée à parler des Noirs, ou de la représentation des Noirs, en fait, dans l'histoire de l'art? Bon, je pense que c'est quelque chose, qui m'a intéressée et puis j'ai envie de dire, bon, s'il y a l'image, on peut se l'expliquer. Mais, j'avais commencé, en fin de compte, moi-même en étant étudiante et c'est un point commun que j'ai avec Nathalie, j'ai fait mes études à l'université du Québec à Montréal et à D'accord. l'université de Montréal. J'ai passé 5 ans, au Québec.
Et en fait, j'avais envie de travailler à ce moment-là, surtout sur les artistes africains-américains, parce qu'il y avait quelque chose qui, dans les années 90, parce que c'était il y a fort longtemps, dans les années 90, il y avait quand même une émulation du côté de la création contemporaine portée par des artistes noirs aux États-Unis. Et puis, j'avais des professeurs qui étaient très attachés au formalisme, au modernisme, etc., qui trouvaient que ces questions-là n'étaient pas très intéressantes. Donc, je n'ai pas réussi à m'imposer sur ce plan-là. Mais j'avais une très grande professeure d'histoire de l'art, Claudette Gould, qui m'a donné, en fin de compte, envie de travailler à la fois sur la Révolution française et sur le XVIIIe siècle. Il faut savoir que au Canada, aux États-Unis, la question du XVIIIe siècle, et même quand on s'intéresse à d'autres régions du monde, est très importante puisque c'est un moment assez fondateur, Pour eux, ouais. mais Enfin, forcément pour nous, pour voilà, tout le monde. pour tout le monde, et puis pour, voilà, c'est ça, pour la question aussi des grands moments historiques, etc. Donc, elle enseignait ça très, très bien, surtout autour de la Révolution française. Et j'ai commencé à me spécialiser justement sur un artiste qui s'appelle Girodet, et qui est en fin de compte le portraitiste de Bellay, qui est lui-même le premier député noir à avoir siégé à l'Assemblée nationale à partir de 1794, quand a été votée la première abolition de l'esclavage, qui durera seulement quelques années. Et donc, en travaillant sur cet artiste, bon, j'ai commencé à accumuler une documentation finalement sur la représentation des Noirs dans le contexte révolutionnaire. Et puis ensuite, je me suis intéressée avant, après, autour, dans différents contextes. Mais il y a un intérêt peut-être personnel. On met toujours un petit peu de soi dans la recherche, hein, quand même quelque chose qui peut-être l'obsession se fonde en tout cas sur quelque chose qui peut être personnel, qui est plus ou moins visible. Pour moi, c'est un petit peu visible, mais d'autres fois, c'est plus caché. Et en fait, ça tient l'envie d'approfondir la connaissance. Et puis ensuite, de découvrir que, bon, finalement, il n'y avait pas grand-chose sur ces questions-là. Ça commençait à venir quand même, mais il n'y avait pas tant de choses que ça, et que peut-être en travaillant en France, ça pouvait être une contribution que quelqu'un d'autre ne portait pas encore, et que je partage d'ailleurs. Enfin, j'ai été soutenue, hein, je n'ai pas du tout été blacklistée, si on peut dire comme ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas avec la question de la représentation des Noirs que j'ai entamé ma carrière. Ça, je sentais que ce n'était pas prêt. Et d'ailleurs, j'ai commencé vraiment à y travailler le jour où j'ai été élue maîtresse de conférence, c'est-à-dire à partir du moment où j'étais plus précaire. J'avais un poste, je n'avais pas été élue sur ces questions-là, et là, je me suis dit, bon, je me lance là-dedans. C'est-à-dire que c'est aussi ce que ça fait, le fait d'être fonctionnaire, hein, d'être rassuré aussi pour gagner sa vie. Ben, la recherche est plus libre, hein, plutôt que la recherche sur contrat, on répond à des demandes, etc. J'aurais peut-être jamais travaillé sur les Noirs à ce moment. Ouais, vous pensez qu'il y aurait, enfin, que c'était pas dans l'air du temps de travailler, on n'aurait pas financé des recherches qui portaient sur ce sujet, vous voulez dire? Alors, je parle par rapport à ma propre chronologie. Non, je pense qu'au Mm. début du 21e siècle, voire à la fin du 20e siècle, donc quand j'avais 25-30 ans par là, non, j'étais pas tellement entourée. Et d'ailleurs, j'ai fait un détour, hein. J'ai fait un détour même pour méthodologiquement m'armer pour travailler sur ces questions-là. J'ai commencé à travailler sur les femmes. Et c'était une manière pour moi, ça commençait à venir, c'était un peu plus soutenu, c'était aussi un peu plus impersonnel pour moi, donc j'arrivais à le défendre dans les institutions dans lesquelles je travaillais. Et en fait, je pense que c'est la façon dont j'ai compris comment une intuition sociale, c'est-à-dire une demande sociale, hein, les femmes, comment on la transforme en savoir de connaissance, en recherche académique. Et finalement, en faisant mes armes autour de ces questions-là, j'ai pu ensuite développer ma propre recherche. Et d'ailleurs, en sous-marin, hein, j'ai travaillé pendant 10 ans sans publier, sans être invitée où que ce soit pour en parler. On m'invitait pour toutes sortes de choses, par contre, mais pas pour ça. Et c'est après le livre, vraiment, que je crois, j'ai convaincu en fait, que ça faisait sens. Et puis, il y a eu l'exposition Les modèles noirs, ça faisait écho à Oui. toutes sortes de choses qui sont complètement extérieures à mon travail. Mais c'est vrai, mais du coup, il a été. Ce qui est c'est assez hallucinant, c'est de dire, comme vous dites, qu'il y a une intuition sur cette demande de sujet, sur un besoin social à une époque donnée, alors qu'avant, ça aurait été malvenu. Et là, en l'occurrence, de se dire qu'en plus, je me rappelle, oui, il a été très très bien accueilli, votre ouvrage. Enfin, il arrivait, enfin, je me rappelle après pendant plusieurs, enfin, il est sorti en 2019. C'est d'abord une étudiante qui m'en a parlé. Après, j'ai regardé de mon côté, puis je voyais qu'il revenait très très souvent
dans l'actualité et je me dis, bah tiens, enfin, on a déjà enfin, quelqu'un qui a pu publier sur ces questions-là. Et en plus, je vois qu'il y a quand même une réception très positive du sujet, parce qu'on aurait pu dire, ouais, enfin, en gros, on On aurait va pu pas en imaginer qu'il soit mis de côté, quoi. Non, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut, les sociétés se transforment, la recherche se transforme, les milieux académiques se transforment, même les milieux patrimoniaux et des conservateurs se transforment. Donc, effectivement, je crois que là, je suis arrivée au bon moment. Et c'est pas un bon moment qui est personnel, enfin, c'est ma chance qu'il soit personnel, mais c'est aussi la transformation de la société, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire une demande aussi plus grande, compte tenu de l'hétérogénéité de la société, pour ce type de sujet. Donc, je veux dire, c'est le hasard et c'est pas le hasard et ça me dépasse un peu. Peut-être ce dont je suis un petit peu fière, c'est d'avoir été au niveau de la demande, c'est-à-dire de ne pas la prendre par le petit bout de la lorgnette ou de traiter ça de manière juste, de manière provocante ou juste de manière réparatrice. Mm. C'est-à-dire que pour moi, c'était important de prendre le temps de convaincre que c'était une production propre oui, une forme de savoir qui est celle de toutes les formes d'histoire de l'art qui existent aujourd'hui, et non pas un sous-produit ou quelque chose dont on peut se passer aussi. Alors, il y a plein de gens qui s'en passent, hein, Oui. c'est quand même mais suffisamment pour que ça existe parmi d'autres propositions en histoire de l'art, et pour que même je dirais, pour être tout à fait honnête, je vous le dirais même à vous, même exagérément d'une certaine manière. Mais justement, enfin, ça me fait penser, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un effet Beyoncé par rapport au clip que Beyoncé et Jay-Z ont fait au sein du Louvre? Parce que quand j'ai vu après qu'il y avait carrément sur le site du musée du Louvre enfin, le fait de retracer la visite avec les œuvres d'art qui faisaient partie du clip, est-ce que ça n'a pas eu aussi une impulsion et les institutions se sont dit, ah, ben en fait, ces jeunes qui ont la peau noire aussi, ils viennent au musée. Oui, alors je pense que c'est très, très dur à évaluer Oui. l'effet du clip. Enfin, ou en tout cas, moi, je n'en ai pas les moyens et je regarde autour de ça depuis, parce que enfin, quand il est sorti, c'était quand même quelque chose pour moi, qui faisait se rencontrer des mondes très différents. Et puis, oui, c'était très, très neuf et très, très exaltant. Aussi de partager ça avec différentes générations, du coup. Mm. Et alors, des choses qui m'intéressaient moi depuis longtemps, encore une fois, la génération plus de mes enfants, de voir, ah, mais quand même, voilà, quoi. Donc, c'était très, très exaltant. Après, l'effet de longue durée, je l'ignore. Peut-être ça a une vertu, c'est de rendre le musée plus familier. J'entendais tout à l'heure Nathalie parler du fait qu'il faut venir, il faut faire toutes sortes de choses, même de l'exercice physique, si j'ai bien compris votre discussion. Bah, c'est un peu ce qu'elle a fait, Beyoncé, à l'échelle, voilà, à une grande échelle, mais il y a quelque chose qui familiarise, qui rend accessible, on se met comme elle s'est mise, comme interlocutrice en quelque sorte de ces chefs-d'œuvre, et elle les prend par un côté où elle fait une série, puisqu'elle fait une visite dans le Louvre, elle choisit des choses, etc. Elle fait une série qui lui appartient, qui est une signature et qui montre que chacun peut s'approprier tel type d'œuvre, Mm. et ça n'enlève rien aux autres, mais c'est juste d'être dans une discussion avec certains tableaux, certaines sculptures, certains objets, et que tout est possible et que ça appartient à tout le monde, quoi. Donc ça, enfin, oui, alors si je me rappelle bien, son clip paraît Alors, avant l'exposition Le Modèle Noir. C'est juin 2018, non? Il y a 5 ans? le modèle noir, ça a déjà plusieurs années? Le Modèle Noir, c'est après, je pense. Pour moi, oui. C'est contemporain? C'est 2019 les deux? Je me rappelle plus. Clip Jay-Z Louvre. Est-ce que on a C'est en même temps que Le Modèle Noir, même. C'est fou. En C'est fait, en même temps? c'est ça. Ah! Elle s'est dit, bon, il y a une super exposition à Paris. Il faut absolument que moi aussi je fasse quelque chose. Et on a toléré parce qu'on est généreux, mais c'est donc pendant l'exposition Le Modèle Noir, qui était encore visible, que le clip paraît, oui. C'était en Donc, 2018, ouais. ah non, alors c'est un an avant. 2018. Et 2018, parce qu'en fait, voilà, je me demandais, est-ce que tout ce qu'il y a eu derrière, est-ce qu'il n'y a pas eu, du fait de la reconnaissance populaire
de ce massif, hein, de ce clip, ça a entraîné une reconnaissance institutionnelle via le Louvre et puis par extension, on s'est dit: «Ah bah tiens, oui, parlons peut-être de la figure, noire, dans l'art» parce que, enfin, j'ai l'impression qu'ils l'ont pris un peu comme une claque, en fait et du coup, Ils ah sont ça complices, hein. Oui, alors, quand vous dites «ils», c'est, les c'est conservateurs plus, du le musée du Louvre et les institutions muséales de manière, plus générale. Parce que quand le Louvre valide quelque chose, en général, les autres structures le valident, aussi. Enfin le un peu le le phénomène de l'autorité, institutionnelle, quelque part. alors, pour la chronologie, je l'ignore et j'imagine que ça a dû ébranler un petit peu, l'institution effectivement ou l'amener à se repenser dans une discussion plus étroite avec, une culture populaire, plus vaste sans doute. Si je refais la chronologie quand même des choses par rapport à l'exposition Le Modèle Noir, le projet est engagé bien avant la Oui, parution du clip quand même et je n'ai pas vu à ce moment-là, que le musée du Louvre, ouvrait, ses portes à des choses très différentes à la suite du clip. C'est le danger aussi de ce genre de choses, parce que oui, oui. finalement le niveau de, je dirais de risque pris en faisant venir, 2 stars, planétaires, faire un clip, il est minime et le niveau vraiment d'exigence qui serait celui de diversifier les publics, du Louvre, peut-être d'être un peu moins tourné aussi vers le touristique et plus vers le local, parce que, Beyoncé et les parcours, etc., les parcours clips, ils s'adressent aussi beaucoup aux touristes. Donc, je veux Mmh. dire, c'est aussi une manière, ça peut être une manière d'ébranler un peu tout le monde, de chercher de nouvelles idées, ou bien de se dire j'ai fait ça, bon, la coche ou la rubrique diversité est cochée et j'ai plus rien à faire. Or, à mon avis, alors là, pour le coup, autant c'est un moment un peu de grâce comme ça, Mmh ce mh. clip, autant ça n'a rien à voir avec une vraie ambition de diversification des publics qui passent par autre chose, beaucoup plus souterrain, beaucoup moins clinquant, qui a eu lieu aussi au musée d'Orsay à ce moment-là, autour de l'exposition qui était en même temps que celle de Jéricho Amatisse, qui s'appelait d'Achille à Zineb et qui était Mmh. avec des écoles. Ça, c'est bon, c'est moins, oui, c'est moins clinquant, mais c'est beaucoup plus efficace que de faire réfléchir des jeunes gens qui sont inscrits en art plastique, en histoire de l'art, autour de ces chefs-d'œuvre et qui se les réapproprient, qui font eux-mêmes des créations, qui exposent au musée, dont les familles viennent au musée voir les expositions, etc. Ça, bon, c'est beaucoup plus profond, quoi, Mmh. je dirais, comme entrer dans une forme de diversification Ouais des publics. et Pardon. Non, non, je vous en prie. Et est-ce que justement, enfin, comment ça s'est passé l'exposition du modèle noir? Est-ce que vous savez, enfin, si vous avez discuté avec les commissaires, enfin, d'où est venue l'envie de faire cette expo-là? Vous, est-ce que vous avez pu y participer, enfin, même si vos recherches n'étaient pas encore officiellement reconnues à travers votre, parce que c'est avant votre publication ou c'est en même temps, vous m'avez dit, c'était Exactement en en même même temps. temps. Je me suis un petit peu précipitée en me disant: «Bon, là, C'est il y a une l'occasion. Ouais. il faut quand même que je la saisisse». Non, le musée d'Orsay m'a invitée à être, conseillère scientifique, Oui. du commissariat. Je n'étais pas commissaire, c'est-à-dire D'accord. et pour moi, la grande différence, c'est qu'on n'accroche pas et on ne contrôle pas tout à fait les Ouais. cartes, je dirais. Donc on conseille, on est là, on propose, on participe, on écrit, on suggère aussi Mmh. d'autres auteurs pour le catalogue, mais je dirais la signature et ce qui est normal, hein, c'est un métier, moi je ne suis pas, commissaire d'exposition, la signature de la mise en récit, muséographique, elle est propre donc au commissaire et les cartels aussi, à la fin, in fine, c'est quand même eux qui décident ce qu'il y a dessus et là, ça joue beaucoup. Mais la discussion a été vive, si je puis dire, entre les commissaires et les conseillers, mais elle a abouti à quelque chose dont je suis satisfaite. C'est-à-dire que ça n'était pas le cas de la première mouture, je dois bien le dire, mais on a été suffisamment entendus, pour que je crois qu'on arrive à quelque chose qui était, satisfaisant, convaincant, digne et ambitieux, dans le cadre, des cartels. Où c'est beaucoup plus dur que d'écrire pour le catalogue d'exposition, Ouais. hein. Qu'est Parce que là, on
Oui, Et du pardon. coup, les points de, je dirais pas de tension, enfin de désaccord, c'était par rapport au choix des œuvres, c'est... Non, ça pas trop, parce que comme ils ont quand même ouvert assez grand les portes du musée, il y a eu beaucoup plus de choses qu'on aurait pu Mhm. l'imaginer. Donc, non, ça, j'ai pas été. Même si, de mon point de vue, la fin de l'exposition sur le début du XXe siècle n'était pas assez travaillée, et puis réitérer un peu des clichés sans les affronter. Je trouve que c'était beaucoup plus convaincant les 5 premières salles qui allaient en fait jusqu'à l'Olympia de Manet. Mais je le prends. Je veux dire, c'est toujours c'est un compromis, c'est voilà. Mais à mon avis, il y a une partie qui aurait pu être, qui d'ailleurs n'avait pas lieu d'être en fait. D'accord. Je le dis comme ça et j'en prends toute la responsabilité. C'est pas pour la rejeter sur qui que ce soit d'autre. Non, après sur les cartels, je veux dire juste une chose qui on pourrait on pourrait en parler longtemps, mais juste une chose qui est une option délicate. Est-ce qu'on garde la terminologie de l'époque ou est-ce qu'on acte à l'époque, mais on acte aussi aujourd'hui et la manière dont on, comment dire, on désigne les gens. Euh, euh, je le dis très très vite, mulâtre par exemple pour métis, Ouais. prenons quelque chose que je connais un petit peu. C'est tout à fait désagréable d'employer le terme mulâtre ou mulâtresse. C'est le croisement de deux espèces animales. C'est tout le vocabulaire qui est propre au XVIIIe, au XIXe Mm. siècle, même qui s'emploie encore dans certains endroits, notamment, je crois, au Québec, si je me rappelle bien de mon séjour. Je le dis sans aucune animosité, c'est comme ça. Bon, ben moi, c'est des choses, par exemple, sur lesquelles je souhaitais qu'on revienne. Non pas qu'on les fasse disparaître, mais encore une fois, pour moi, on ne pouvait plus dire les choses comme ça. Nègre, négresse, noir. Il y a toutes sortes de choses comme ça où le rapport à l'histoire, sans s'en détourner, jamais, Mhm. hein, toujours garder les yeux ouverts, mais en même temps, voilà, on fait une proposition, un récit aujourd'hui. Est-ce qu'on s'entend sur les mots qu'on emploie, comment on les emploie et je dirais la place qu'on fait à une histoire qui est certes ce qu'elle a été et qu'il ne faut pas transformer, mais qui doit être de l'histoire sous certains angles. Donc, dans un petit cartel où il y a 3 phrases, qu'est-ce qu'on dit? Ou alors une autre chose, un autre exemple qui n'est pas forcément celui du modèle noir, mais dont j'ai eu vent ailleurs, euh, un portrait de son nom ne me revient pas, mais l'auteur des Trois Mousquetaires. Oui, Vous allez m'aider. Dumas, Alexandre Dumas. Dumas, voilà, un portrait d'Alexandre Dumas, pardon. Un portrait d'Alexandre Dumas, donc tout le monde sait qu'il était ou métis ou carteron, enfin, etc. etc. Dans une première version, on trouve une description, on dit tous ces faits d'écrivain, etc. Dans une exposition, le modèle noir. Et on ne mentionne absolument pas le fait qu'il était disons, de race mélangée, quoi, qu'il avait une origine africaine lointaine, mais néanmoins. Bon, donc à un moment donné, c'est sûr que ça ne le définit pas entièrement, cette question Mm. de la race. Et il est hors de question de passer sous silence ses œuvres au profit de son ethnie. Mais dans cette exposition-là, peut-être expliquer un petit peu d'où vient sa mixité, etc. Et alors, dans une deuxième version des cartels, il n'était plus question que de ça. Ah oui. Alors là, non plus, c'était pas satisfaisant. Donc, vous voyez, ce genre de discussion, c'est des choses qu'il faut avoir à plusieurs et pour arriver à quelque chose qui est un peu équilibré et où c'est certes l'identité ethnique, raciale ne fait pas tout. Dans le cadre d'une exposition comme le modèle noir, c'était un peu l'intérêt de l'introduire dans le circuit et en même temps, il ne faut pas se défaire aussi de toute sa production littéraire qui fait aussi sa célébrité. Donc c'est ce type de curseur comme ça qui varie, qui flotte et qu'on négocie dans des discussions entre les commissaires et en l'occurrence les conseillers que nous étions avec un illustre, quelqu'un qui a peut-être vos auditeurs et vos auditrices connaissent, qui est Papendiaï, qui est maintenant Mm. donc ministre de l'Éducation nationale, mais qui à ce moment-là était encore professeur d'histoire à Sciences Po et qui, comme moi, était membre du conseil scientifique de l'exposition. D'accord. Ok, ça je savais pas qu'il était conseiller scientifique de l'Expo. Mais et en même temps, ça rejoint aussi les travers de ce que j'appelle l'histoire de l'art par les blancs pour les blancs, quoi. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Moi, je trouve toujours gênant quand par exemple, moi, si je devais faire une exposition sur ces sujets-là,
Mais je trouve ça gênant parce que justement, j'ai un biais, j'ai une manière de voir les choses qui ne peut pas refléter les problématiques spécifiques à vraiment prendre en compte, quoi. Et enfin, ça me fait penser enfin, je sais pas s'il y a eu ce type aussi ça vient de là aussi, ce type de désaccord ou pas. Mais je me dis que l'histoire de l'art doit aussi prendre en compte tout ça. Enfin, en tant que discipline, une mixité qui doit être encore plus forte parce que enfin, je me rappelle déjà sur le sujet de l'histoire de l'art sur les femmes, tout ce qui est aussi gender fluid, enfin les questions de genre, enfin ça a toujours été compliqué de défendre ces sujets-là parce que soit face à soi on avait un regard qui pouvait pas le prendre en compte, ou soi-même on ne pouvait pas avoir un regard qui le prenait en compte. Donc bon, voilà, je trouve que c'est assez, enfin il y a une mixité qui doit être encore plus, enfin qui devrait être Mmh. encore plus forte dans notre discipline parce que là, elle souffre encore, je trouve, de ça, quoi. Bah, c'est assez juste, peut-être je ne le dirais pas aussi, frontalement Oui, que je vous. suis très frontale, c'est pour ça que voilà, Voilà. je sais. Donc je vous laisse, ce registre, mettons, mais où je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, il faut être ambitieux ou ambitieuse, puisque nous parlons toutes les 2 pour l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de limiter, je dirais, ces objets, ces questions, ces hypothèses, ces corpus, et à partir du moment où on se dit que l'histoire de l'art peut adresser toutes sortes de questions ou d'objets, tout simplement, on se rend compte qu'il y a la possibilité justement d'avoir des discours portés par des gens plus divers eux-mêmes, et aussi des enjeux de société tout à fait vifs, sans perdre cette expertise qui est celle autour de l'objet d'art et qui est celle aussi de l'histoire, parce que ça, c'est important. Mais c'est vrai que peut-être une petite nuance que Mmh. j'apporterai par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire que je ne crois pas, et je suis très sincère, je ne crois pas, et je le dis alors un petit peu crûment aussi, qu'il soit nécessaire d'être noir pour porter une histoire qui parlerait des Noirs. Mmh. Ce que je crois, c'est qu'il y a une sensibilité plus immédiate, plus directe peut-être quand on a cette expérience-là de fait, qui fait qu'on va la porter, ou et une sensibilité qui rend un peu plus, des fois, comment dire, vigilant, sur toutes sortes de questions liées à la race, dans le domaine de l'histoire de l'art. Mais je crois vraiment qu'il faut arriver à un niveau où justement, comme moi, je ne suis pas une femme de 1780, hein, je ne suis Oui. pas non plus une américaine de 2023. Il y a toutes sortes de vies que je n'ai pas, mais je crois que la production de connaissances, l'écoute, l'enquête aussi, hein, la recherche littéralement, permettent d'accéder quand même à des expériences et à les restituer autour de l'art ou d'autres objets de manière tout à fait honnête. Donc je crois qu'il ne faut pas s'inhiber euh, quand on n'est pas raccordé. Moi je dis toujours, j'ai fait une très bonne thèse sur un artiste blanc du XVIIIe siècle. Donc, je pense à l'inverse aussi, qu'il doit être possible, lorsqu'on n'est pas noir, de travailler sur les noirs du XVIIIe siècle, du Mmh. XIXe siècle, du XVIIe siècle. Et que vraiment, c'est l'attention qu'on y met, le sérieux qu'on y met, le soin, et puis parfois aussi dans la discussion avec des expériences diverses qui nous réouvrent les yeux sur des choses on a un peu des ornières, ce qu'on a tous, hein, dans nos vies, qui permettent d'accéder à la connaissance. Donc, voilà, je crois qu'il faut pas non plus qu'on en fasse des niches exclusives qui s'adressent de manière communautaire seulement à l'interne, entre personnes qui peuvent se parler qu'entre elles. Et alors, et voilà. Donc, finalement, pour moi, c'est une faute professionnelle si on fait comme vous le dites, et je reprends vos mots, je tiens à Oui, dire que oui, ce ne bien soit pas sûr. l'histoire des Blancs par les Blancs pour les Blancs. C'est-à-dire que, et quel que soit, on pourrait mettre toutes les couleurs du monde dans cette même roue. Et ça, c'est très important. Après, il est vrai que sur la question de l'expérience sensible peut rendre
encore une fois, et ça je veux pas le nier, un petit peu plus vigilant sur certaines choses ou au contraire un peu plus, étriqué sur certaines choses et cetera. Mais c'est bon, on est des êtres humains, on est capable de se parler, on est capable d'aller au-delà, d'entendre une expérience qu'on n'a pas vécue, mais qui nous semble, tout à fait riche, de se l'approprier et puis, écrire encore une fois, surtout quand on est historien ou historienne, on écrit sur des périodes qu'on n'a pas vécues, il y a rien à faire et c'est pas le sang qui nous a transmis quelque chose du XVIe siècle. Donc, l'étrangeté vis-à-vis de l'objet, hein, être blanc, écrire sur les noirs, être noir, écrire sur les blancs, être un homme, écrire sur les femmes, et cetera, c'est quelque chose qui doit être possible. Mmh. Sinon, alors, chacun, tournera autour. Moi, j'écrirai que sur les métis, hein. Mmh. Donc bon, en même temps, bon, il y a Alexandre Dumas, c'est vrai. Mais c'est une impression qui devient, enfin, où on a un degré de méfiance parce que justement, les réseaux, je pense notamment aux réseaux sociaux, où on a un besoin de, c'est pas une question de légitimité, mais je pense que c'est une question de se préserver des éventuelles attaques où justement on a tendance à dire mais comment peux-tu parler de ça parce que voilà. Et je trouve qu'il y avait certaines, peut-être que c'est aussi accentué par l'effet Covid, la méfiance vis-à-vis des scientifiques, la place de chacun par rapport à certains sujets, l'acceptation du grand public à traiter ces sujets-là, parce que, qui justement pourrait être, enfin, qui moi me pose cette question-là de l'intégration finalement du point de vue sociologique dans nos recherches, même si effectivement, comme vous le dites, on peut pas déjà si on veut parler de la préhistoire, bah oui, mais on vient pas de cette époque, donc ça c'est certain, c'est mort. Mais en Un tout peu loin. cas, ouais, voilà, c'est un peu loin. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, depuis l'évolution de cette discipline, qui va aussi vers ça. Donc, mais c'est un ressenti, hein, c'est parce qu'il y a justement on voit sur Twitter, notamment sur le discours autour des artistes femmes, parler des femmes, enfin, dans le domaine de l'histoire de l'art, ça devient assez particulier, ouais. Donc, ah oui, est-ce que c'est le purisme militantiste, comme le dit Essium? Je ne sais pas, ouais. Mais voilà, je trouve qu'il y a des questions d'ordre sociologique qui se mêlent à nos soucis pas de méthodologie, parce que comme vous le dites, on a forcément une rigueur méthodologique, mais sur les choix de sujets, enfin de l'évolution, en lien avec l'évolution de la société, ce qui est logique pour moi. Alors peut-être que là, c'est un peu une question, générationnelle. Moi, Peut-être, oui. je ne suis pas sur, les réseaux sociaux, en fait. Mais j'ai j'ai une expérience, qui a été un peu matricielle dans le sens de ce que vous dites. La première fois que j'ai été invitée à la radio, à France Culture, je crois que mon livre n'était même pas sorti et on m'avait quand même demandé de parler de ce que je faisais et cetera et j'avais expliqué, d'abord, j'avais parlé une demi-heure et ils n'avaient gardé pour faire un teaser que 2 minutes. Bon et dans ces 2 minutes, c'était celle où j'essayais d'expliquer que la blancheur était elle aussi une performance. C'est-à-dire que justement au XVIIIe siècle, montée de l'esclavage, mixité des races et cetera, le recours à la poudre pour, la peau, pour les cheveux et cetera, faisait partie, voilà, des formes de performance de la blancheur. Je devrais d'ailleurs peut-être pas le redire là, en tout cas, ils mettent sur Twitter justement, on est en 2017, hein, le petit extrait et là, mais une volée de bois vert, enfin, mais quelque chose que je ne découvre pas puisque je ne suis pas sur Twitter, que découvre, mon fils qui à l'époque devait avoir, je sais pas, il avait, voilà, 16-17 ans, quelque chose comme ça et il voit que je suis attaquée et là, sur Mm. le fait, mais qui est-elle pour parler des blancs? Et à tel point que j'ai appelé, la radio, ils ont interrompu, le fil, d'ailleurs, je devrais peut-être pas le raconter, mais bon, enfin bref. Ils ont interrompu le fil Twitter et je me suis dit: «Mais jamais, mais même pas Facebook, rien». Donc c'est sûr que moi, je continue. Alors mais là, voilà, je fais exactement le contraire en venant vous parler. Donc on verra, ça sera peut-être ma seule incursion. Mais mais c'est vrai que je m'étais dit: «Bon, ben, c'est inaudible dans ce cadre-là». C'est inaudible à ce moment. Je me suis pas dit: «Je vais changer de sujet, je vais plus en parler, je vais me cacher, rester dans mon trou». Mais je me suis dit: «Voilà, moi je ne publierai jamais rien sur ces réseaux sociaux» parce que, on caricature, ce que je dis et on n'a pas envie que je le porte. Et là, c'était vraiment l'idée, heu, que je parle des blancs et que je sois noire. C'était ça vraiment l'entrée et en plus après ça devenait une petite
niche, hein. Alors, on était vraiment parti très très loin de ce que j'avais dit, mais les gens continuaient à s'exciter sur toutes sortes de choses. Donc, alors, c'est peut-être que, voilà, je manque une partie de comment dire, de discussion possible, n'étant pas sur les réseaux sociaux, mais au moins, je sais que dans le cadre où moi je parle, les colloques, la salle de cours, c'est un espace de grande liberté. Avec les étudiants, même quand ils viennent et qui sont un peu provocants, de tous bords d'ailleurs, hein, ben, on peut toujours reprendre les choses, mieux s'expliquer, même ne pas être d'accord. Il y a quelque Ouais. chose qui est très constructif, quoi. Et donc, je privilégie ces cadres-là, en fait. J'aime beaucoup aussi au festival, je présente mes trucs, tout ça, et les gens le prennent bien, ils me posent des questions, ça m'oblige à être plus affirmative ou plus nuancée, etc. Et là, j'ai l'impression que je peux tout dire. Donc, c'est vrai, peut-être où vous avez raison, on ne peut pas tout dire partout. Voilà. Mais Ouais. il y a des espaces où on peut tout dire, alors on est un peu moins connu peut-être, mais bon, ça va quoi. Mais cette question des espaces, elle est importante, je pense, pour l'évolution de notre discipline, pour le coup. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup, Anne, d'avoir accepté d'être là avec nous aujourd'hui. Vous avez bientôt une conférence à donner là au festival, donc je vais vous libérer pour aller faire cette conférence. Mais voilà, merci encore, merci infiniment pour ce temps que vous m'avez accordé. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Merci.